rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Before we continue, Ms. Dimitri, you have additions to your team, perhaps for the record. I think it's good to have everyone who is present really reflected in the transcript. Thank you, Mr. President. Indeed, we have our 3 interns, Roman Corre, Evelise Ndakusan, and Amaury Mandose. Thank you very much. I give now the floor to Mr. Seprun for his final arguments. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, le procès qui prend fin aujourd'hui a fait susciter 3 sentiments, ou bien, si l'on veut, 3 perceptions dans l'esprit des victimes que je représente, du nombre de 292, et qui sont des anciens enfants soldats du groupe anti-Balaka sous le commandement de M. Rombo Yekatom. Le premier est le sentiment de confiance, puisque selon les victimes, il a été établi sur la base de nombreux éléments de preuve produits au cours de ce procès que M. Yekatom doit être reconnu, au-delà de tout doute raisonnable, coupable pour la commission du crime que les victimes ont subi, notamment le crime de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans ce groupe anti-Balaka et de leur utilisation pour participer activement aux hostilités. Le deuxième est le sentiment de préoccupation à cause de la durée de ce procès, considérée par les victimes comme excessive. Et le troisième est le sentiment de frustration, parce que les victimes estiment qu'ils n'ont pas pu réaliser pleinement leur droit de contribuer effectivement à la recherche et l'établissement de la vérité dans cette affaire, mais également parce que plusieurs de leurs attentes par rapport à ce procès ne se sont pas matérialisées. Je fais écho des vues et préoccupations de victimes que je représente. Et donc, pendant mon intervention, je vais aborder 3 thèmes. Premièrement, l'étendue de la victimisation des enfants soldats du groupe anti-Balaka de M. Yekatom. Deuxièmement, l'étendue de la participation de victimes dans ce procès. Et enfin, troisièmement, les vues, préoccupations et frustrations des victimes par rapport à ce procès. S'agissant du premier thème, dans mes soumissions écrites finales, dans la mesure du possible, et eu égard à la limite de pages telles qu'accordées aux représentants légaux des victimes, j'ai démontré avec référence aux éléments de preuve produits au cours du procès, tels que témoignages et preuves vidéo et documentaires, que des enfants de moins de 15 ans ont été conscrits, enrôlés et utilisés pour participer activement aux hostilités par le groupe anti-Balaka de M. Yekatom. Je réitère entièrement par référence toutes mes soumissions écrites finales. Afin de démontrer l'étendue de la victimisation des enfants soldats des anti-Balaka, je vais faire un résumé de leur expérience dans le groupe, sans pour autant citer les sources, puisqu'elles sont incluses dans mes soumissions écrites, mais également parce que nous sommes en audience publique. Donc, il a été établi au cours de ce procès que des enfants de moins de 15 ans ont été conscrits, donc
recrutés de force dans le groupe anti-Balaka lorsqu'ils étaient dans leurs villages respectifs ou sur la route entre leurs villages et leurs écoles, ou bien sur les lieux de pêche, ou bien dans les forêts. Des autres enfants se sont enrôlés, donc ont rejoint le groupe soi-disant volontairement, étant guidés par des motifs différents. Certains voulaient se venger du meurtre de membres de leur famille par des Séléka. D'autres parce qu'ils ont été fait croire par leurs amis ou membres de leur famille qu'une fois dans le groupe, ils pouvaient facilement gagner de l'argent. D'autres parce qu'ils cherchaient de la protection ou bien du soutien des adultes. D'autres encore parce qu'ils ne fréquentaient pas d'école, ils n'avaient aucune autre occupation. Enfin, il y avait eu ceux qui croyaient que leur expérience dans les rangs des anti-Balaka pourrait leur permettre d'intégrer plus tard les forces armées centrafricaines. Or, quelle qu'ait été leur motivation, le seul fait que le groupe anti-Balaka de M. Yekatom est enrôlé dans ses rangs d'enfants de moins de 15 ans constitue un crime en vertu du statut de Rome, puisque le consentement d'un enfant n'est pas une excuse valide. Par ailleurs, ces enfants ont dû sans doute avoir très vite regretté de s'enrôler dans les rangs des anti-Balaka, puisque la réalité qui les attendait une fois dans le groupe était choquante. Une fois dans le groupe, les enfants ont fait l'objet de différentes formes de violence physique et mentale. Et ce, peu importe si l'enfant a été recruté de force ou s'enrôlé soi-disant volontairement. Cela aussi parce que, une fois dans le groupe, l'enfant ne pouvait plus le quitter à son gré. Puisque dans ce cas-là, il aurait pu être considéré par leur chef, par les chefs comme traître du groupe. Et par conséquent, s'y rattraper en fuite, aurait pu être puni et même tué. À la suite de leur recrutement, typiquement, les enfants ont été emmenés dans l'une des bases des anti-Balaka, où ils étaient dû d'abord passer par une procédure d'initiation de type traditionnel. La procédure connue comme blindage ou vaccination, puisque, comme nous avons pu le constater au cours du procès, les éléments du groupe anti-Balaka croyaient vraiment, paraît-il, à la force des fétiches qui sauraient être en mesure de les protéger contre l'ennemi. Peu importe si la force des fétiches fonctionnait comme espéré. L'initiation de type traditionnel des enfants, comme témoigné par l'expert sur les enfants soldats, pourrait constituer une forme de l'endoctrinement et de l'instrumentalisation des enfants, de façon à les faire sentir comme si, dorénavant, ils devaient appartenir au groupe, sans pouvoir quitter le groupe, mais également de les mettre encore plus gérables et plus contrôlables, puisque cette initiation imposait sur les enfants des règles à respecter impérativement, faute de quoi la protection des fétiches aurait cessé de fonctionner. Dès leur premier jour dans le groupe, les chefs ont administré aux enfants des produits stupéfiants à prendre, tels que du chanvre indien et du tramol, au fond de les aider à surmonter leur peur et timidité, et afin de les rendre forts et courageux.
Au fait, selon l'expert sur les enfants soldats, l'administration de produits stupéfiants aux enfants soldats les rendait de véritables machines à tuer, les transformait en ceux qui combattaient sans peur et sans pitié. L'administration de la drogue aux enfants visait également un autre objectif, en particulier de faire couper la faim des enfants, puisque la nourriture manquait dans le groupe. Et les enfants étaient systématiquement mal nourris. À cause de la prise régulière de la drogue au sein du groupe anti-Balaka, plusieurs enfants ont développé l'addiction, à un point qu'ils continuaient à en prendre bien après leur démobilisation. Après leur initiation de type traditionnel, certains enfants ont suivi une formation de type militaire. D'autres ont dû passer par une épreuve qui impliquait que les enfants devaient prouver à leur chef qu'ils étaient prêts à combattre contre l'ennemi. À cette fin, les enfants ont été forcés à soit tuer, soit mutiler un des prisonniers, ou bien à simplement observer le meurtre ou la mutilation d'un prisonnier. Les enfants jouaient différents rôles au sein du groupe anti-Balaka de M. Yekatom. En particulier, garde du corps de leur chef, espions ou transporteurs de munitions. Ils étaient déployés dans les patrouilles et dans des barrages routiers et dans la protection des bases. Ils étaient ordonnés d'aller chercher de la nourriture et dans ce cadre, ils devaient piller des biens des civils. Et pour ce faire, ils ont dû souvent attaquer des civils pour remporter leurs biens. Ils ont été ordonnés également d'achever des prisonniers blessés. Durant leur expérience au sein du groupe, les enfants soldats ont fait l'objet d'une autre forme de l'endoctrinement, ce forme de discours par leur chef sur le besoin de défendre le pays et de chasser des musulmans. Ils ont également fait l'objet de différentes formes de punition et d'autres formes de mauvais traitements. Les filles, à part des tâches ménagères, ont fait l'objet de violences sexuelles par les chefs et d'autres éléments. En outre, les filles ont été impliquées dans les pratiques de type traditionnel, dans le but de préparer mystiquement les combats et de protéger de la même manière les éléments des anti-Balaka. Enfin, les enfants soldats ont été utilisés pour participer activement à plusieurs combats. Entre autres, à l'attaque sur Bangui du 5 décembre 2013 et au combat à Boda. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, l'expérience des enfants soldats du groupe anti-Balaka de M. Yekatom a causé de différentes formes de préjudices à court mais aussi à long terme. À titre de préjudice immédiat, le recrutement d'enfants dans le groupe anti-Balaka a entraîné d'emblée les séparations avec leurs familles et l'interruption ou l'arrêt de la scolarité. Une fois dans le groupe, les enfants étant déjà vulnérables, eu égard à leur âge, se sont fait exposer à un environnement de violence et de peur continue qui a sans doute porté atteinte à leur intégrité physique et a causé de suite un traumatisme psychologique.
Durant leur expérience dans le groupe, les enfants ont fait l'objet de différentes formes de violence physique et mentale, ce qui n'a sans doute fait qu'affecter encore plus leur vulnérabilité. L'utilisation d'enfants pour participer activement aux hostilités les a exposés au risque imminent d'être tués, mais les a amenés également à commettre des atrocités sous l'influence de la drogue leur administrée. Beaucoup d'enfants ne sont plus jamais revenus du champ de bataille. Et ceux qui sont revenus portent toujours des séquelles, des blessures et des handicaps. Et ils restent marqués à jamais par le son de tirs et d'explosions, mais aussi par des images de leurs camarades tués. Les enfants qui ont été en plus victimes de violences sexuelles, lorsque dans l'armée, ont souffert de différents types de préjudices additionnels, parmi lesquels grossesse non désirée, infection, maladies sexuellement transmissibles, blessures des organes génitaux et à long terme, dysfonctionnement sexuel, sentiment de honte, de humiliation, de culpabilité et de haine de soi. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, les souffrances des enfants soldats du groupe anti-Balaka n'ont pas cessé, hélas, au moment de leur désarmement et de leur démobilisation. C'est parce que les atrocités de la guerre et de la violence que les enfants ont eu la chance de survivre se sont transformés alors au calvaire de leur guerre quotidienne pour faire face aux conséquences à long terme de leur expérience douloureuse. L'expert sur le traumatisme dans la présente affaire, dont le rapport a été admis en preuve, indique qu'après avoir été exposé de façon continue à la violence, la peur et l'anxiété, à des traitements inhumains et surtout à la violence sexuelle, combinée avec les prises systématiques de la drogue, les anciens enfants soldats souffrent en règle générale d'un traumatisme psychologique qui persiste bien longtemps après leur démobilisation de l'armée et se transforme souvent en un désordre du stress post-traumatique. Ce traumatisme a des effets néfastes sur le développement du cerveau et des habiletés cognitives des jeunes individus, ainsi que sur leur comportement, et entraîne souvent, mis à part de dépression, d'agressivité, d'anxiété, de problèmes de mémoire et de pensées suicidaires, la dissociation, des problèmes de développement et de réintégration sociale. Cette expérience traumatisante peut également donner lieu au préjudice intergénérationnel et peut en outre causer un dysfonctionnement familial et communautaire. S'agissant du préjudice spécifique que des anciens enfants soldats subissent typiquement et le désordre du stress post-traumatique qui, selon l'expert sur le traumatisme, se manifeste chez entre 97 et 99% des anciens enfants soldats. L'expert sur les enfants soldats a à son tour témoigné qu'après leur démobilisation, les anciens enfants soldats font très souvent l'objet de la stigmatisation
et de rejet par leur famille et leur communauté à cause de leur expérience et en conséquence éprouvent des difficultés de réintégration sociale. Selon cet expert, les programmes de réhabilitation ne sont pas toutefois toujours efficaces pour tous les anciens enfants soldats. Et comme nombreux parmi eux n'arrivent pas à trouver leur place dans la vie civile, ils préfèrent souvent rejoindre à nouveau des groupes armés. Je passe maintenant à mon deuxième thème, qui est l'étendue de la participation des victimes dans ce procès. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, nous avons tous pu, tout au long de ces 22 ans d'expérience ou de l'existence de la Cour, constater à multiples occasions que pendant leurs interventions internes et discours publics, des représentants des différents organes et sections de la Cour aiment beaucoup parler des victimes. En particulier, à quel point la participation des victimes aux procédures devant la Cour est importante, tout en soulignant que la Cour ne saurait remplir proprement son mandat sans participation effective des victimes. Je ne vais citer qu'un seul des exemples, qui est plus récent, et qui est l'intervention du président de la Cour devant l'Assemblée générale des Nations unies le 31 octobre 2022. Le président de la Cour a dit notamment, et je cite en anglais, "The ICC has ushered in a concept of international criminal justice that gives victims a strong role in the process. That victims have a very strong position at the ICC, and the ICC invests a great deal of time, energy, and resources into making the victim-centered vision of justice a reality." Fin de citation. En outre, à travers les différentes affaires, la Cour a établi et réitéré à maintes reprises le principe selon lequel la participation des victimes aux procédures devant elles doit être effective et significative, et non pas purement symbolique. Je reconnais que c'est un très beau principe, mais toutefois, il n'existe que sur papier, puisque la réalité est absolument différente. En fait, en réalité, l'étendue de la participation des victimes aux procédures devant cette Cour dépend entièrement de la composition de la Chambre concernée. Et cette étendue dans les différentes affaires varie parfois de façon significative, avec la tendance préoccupante des dernières années de l'application par les chambres de l'approche de plus en plus restrictive à l'étendue de la participation des victimes, et en particulier à leur droit de contribuer effectivement, par le biais de leur représentant légal, à la recherche et l'établissement de la vérité. Tout au long de ce procès, nous avons entendu régulièrement que les représentants légaux des victimes devaient limiter leur examen des témoins de l'accusation et de la défense aux questions relatives aux préjudices subis par les victimes uniquement. Et ils ne devaient pas agir comme procureur bis, parce que leur rôle dans la procédure est très limité. Avec tout le respect, je trouve regrettable
que 22 ans après la création de la Cour, nous sommes amenés à encore et toujours débattre sur le rôle et des droits des victimes aux procédures devant cette Cour. Il est donc important de rappeler que les victimes jouent un rôle distinct et indépendant, y compris par rapport à l'accusation. Les intérêts des victimes sont distincts des intérêts de l'accusation et peuvent ne pas se conformer avec les intérêts de l'accusation. En fait, l'intérêt principal des victimes est de pouvoir réaliser effectivement le droit à la vérité et à la justice, avec les composants essentiels de celui-ci. Droit de contribuer positivement à la recherche et l'établissement de la vérité, et droit à être écouté et entendu. Je dois donc répéter mon appel que j'ai fait en début de ce procès et qui n'a visiblement pas été entendu. Les victimes ne sont pas là pour jouer le rôle du procureur bis. Les victimes ne sont pas là pour assister à l'accusation. Mais les victimes ne sont pas là non plus pour jouer le rôle d'un pur symbole au nom de qui et pour qui la Cour pénale internationale rend justice. Je me rappelle que dans une de ses émissions écrites, la défense de M. Yekatom a argumenté que nous ne sommes pas là dans cette procédure pour établir la vérité avec la V majuscule. En ce qui me concerne, pendant toutes mes années d'expérience en matière d'assistance et de représentation légale des victimes dans différentes affaires, j'ai été toujours convaincu qu'en plus de la détermination de la responsabilité pénale de l'accusé, la Cour pénale internationale, en vertu de son engagement envers les victimes, a également l'obligation d'établir justement la vérité avec la V majuscule, pour autant que cette vérité rentre dans les paramètres de l'affaire. Ou bien la Cour, en tout cas, doit faire tout le nécessaire pour que cette vérité soit établie. En tous les cas, les victimes ont besoin, et je suis persuadé, ont le droit à la vérité avec la V majuscule. Les victimes n'ont pas besoin de la toute petite vérité, d'une demi-vérité, d'une vérité partielle. Donc, elles n'ont pas besoin de la vérité handicapée, qui ne convient qu'à certains. La recherche de la vérité est un processus long et complexe. Ce processus requiert la contribution effective de tous qui sont en mesure d'apporter des éléments pertinents, y compris les victimes, par le biais de leurs représentants légaux. En fait, l'accusation, pour des raisons stratégiques ou autres, peut ne pas avoir intérêt à explorer, avec des témoins, certains aspects de l'affaire, alors que ces aspects affectent directement les intérêts personnels des victimes. Et c'est justement là que le représentant légal doit pouvoir contribuer, puisque cela est nécessaire pour l'établissement de la vérité, avec la V majuscule. Et les intérêts personnels des victimes ne doivent en aucun cas être limités aux questions du préjudice subi par les victimes, puisque les intérêts personnels des victimes sont loin d'être limités à ce thème. Je vais donner un exemple s'agissant du crime d'enrôlement de conscription d'enfants de moins de 15 ans dans un groupe armé et leur utilisation pour participer activement aux hostilités.
ce qui est l'un des crimes pour lesquels M. Yekatom a été accusé. Au fin des intérêts de sa cause, l'accusation n'a besoin que de démontrer, comme élément matériel du crime en question, qu'au moins un enfant de moins de 15 ans a été enrôlé ou conscrit dans le groupe anti-Balaka de M. Yekatom, ou bien au moins un enfant de moins de 15 ans a été utilisé pour participer activement aux hostilités menées par les anti-Balaka. C'est tout. L'accusation n'a pas besoin, et par ailleurs n'a pas d'obligation, de démontrer, par exemple, les différents rôles joués par les enfants dans le groupe, les conditions de vie des enfants au sein du groupe, les différentes formes de traitement, de formation militaire, de discipline, de punition dont les enfants ont fait l'objet, etc. Et donc, cela devrait justement être le rôle du représentant légal des victimes d'aborder ces aspects, parce qu'ils concernent directement les intérêts personnels de ses clients. Bien sûr, seulement si nous avons tous l'objectif d'établir les vérités avec la V majuscule, plutôt qu'une vérité handicapée. La spécificité de ces crimes est que toutes sortes d'expériences d'enfants dans le groupe anti-Balaka portent forcément, d'une manière ou d'une autre, sur les actes ou les omissions de l'accusé. Le résultat est que pratiquement une question sur deux que j'ai essayé d'aborder au cours de ce procès avec les témoins, au-delà des questions sur le préjudice, a été opposée par la défense. Et dans la plupart des cas, l'objection a été retenue, avec le rappel que le représentant légal ne doit pas agir comme procureur bis, et que le rôle des représentants légaux dans ce procès est très limité. Si l'accusation, pour des raisons stratégiques, n'a pas eu d'intérêt d'aborder de tels sujets, et le représentant légal n'est pas autorisé à le faire, qui le ferait? Logiquement, personne. La toute petite vérité n'étant qu'établie en conséquence. Je me pose les questions plutôt rhétoriques. Si et dans quelle mesure l'approche selon laquelle le rôle des représentants légaux des victimes dans ce procès doit être limité et réconciliable avec le principe juridique établi de la jurisprudence de cette Cour, selon laquelle la participation des victimes aux procédures devant la Cour doit être effective et significative et non pas purement symbolique. Cette approche restrictive concernant l'étendue de la participation des victimes dans ce procès a eu des implications négatives non seulement pour les droits des victimes, mais également pour les représentants légaux en tant que conseil. En fait, les représentants légaux ont des obligations en vertu du Code de conduite professionnelle de conseil devant la Cour, selon lesquelles, entre autres, chaque conseil doit agir dans les meilleurs intérêts de ses clients. Ces obligations s'appliquent de la même façon au Conseil de la défense et au Conseil des victimes, sans aucune distinction. Si en réalité, contrairement au Conseil de la défense, le Conseil des victimes n'est pas autorisé systématiquement à, par exemple, aborder avec des témoins toutes les questions qui portent directement sur les intérêts de ses clients, cela signifie qu'il est pour autant empêché d'exercer son mandat conformément à ses obligations en vertu du Code.
Cela amène à la création de facto de deux catégories de conseils, avec les droits et obligations différentes, qui ne sont pas toutefois envisagées par le Code de conduite professionnelle des conseils. Je ne pourrais ne pas mentionner un autre exemple de l'approche restrictive concernant l'étendue de la participation des victimes dans ce procès. Il s'agit du stade du procès relatif à la présentation de la preuve par les représentants légaux. Dans cette affaire, contrairement à la pratique constante dans toutes les autres affaires précédentes, les représentants légaux ont été accordés 1 mois et 1 semaine pour déposer une requête afin d'autorisation de présenter de la preuve, avec la liste finale des témoins proposés, incluant les résumés du témoignage anticipé. En conséquence, les représentants légaux ont été tout simplement privés de la possibilité de faire leurs enquêtes comme il se doit et de se préparer de façon appropriée au stade du procès, aussi crucial qu'il soit pour les victimes. Je suis conscient que les chambres de première instance de cette Cour, tout comme les chambres préliminaires, ne sont pas tenus de se conformer avec la pratique des autres chambres. Or, nous sommes devant une seule cour, et cette cour est censée assurer la cohérence et la prévisibilité de sa propre jurisprudence. La prévisibilité est l'une des exigences essentielles de chaque système juridique, national ou international, tel que celui qui est prévu par le statut de Rome. La prévisibilité du système juridique du statut de Rome est requise non seulement pour permettre au Conseil d'avoir une idée plus ou moins claire de ce à quoi ils peuvent s'attendre d'un point de vue procédural. Cela est également nécessaire pour la réputation ou pour l'image de la Cour, pour faire preuve que cette institution est en mesure d'assurer la cohérence et la prévisibilité de sa propre jurisprudence. Le revirement de la pratique de la Cour en la matière a été justifié par le fait que le procès dans la présente affaire a pris déjà autant de temps. Avec tout le respect, cela se présente comme si le représentant légaux des victimes aurait jamais été à l'origine de moindre retard dans ce procès et que le seul moyen d'y remédier aurait été de raccourcir drastiquement le délai de la préparation des représentants légaux au stade essentiel pour leurs clients. En plus des restrictions déjà imposées sur le droit des victimes de contribuer effectivement à la recherche et l'établissement de la vérité. Il est vrai que dans ce procès, nous avons 2 équipes de la défense, ce qui pourrait en soi expliquer la durée prolongée de cette procédure, qui a 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. Mais dans ce procès, nous avons également 2 équipes de représentants légaux des victimes. Et à titre d'illustration, bien que je n'ai pas de calcul précis, il est toutefois raisonnable de dire que tout au long de ce procès, les 2 équipes de représentants légaux n'ont utilisé au total pas plus que 15 heures pour leur examen de tous les témoins. Pendant 3 ans et demi. Or, chaque équipe de la défense a utilisé en moyenne 5 heures pour chaque témoin, voire parfois 8, 10, 12 heures par témoin.
sans aucune restriction s'agissant des thèmes abordés. Les questions de savoir si les représentants légaux des victimes ont été en effet à l'origine de la durée excessive de ce procès est simplement rhétorique, puisque la réponse paraît évidente. Force est de constater que l'étendue de la participation des victimes dans ce procès a été restreinte au minimum possible. Par ailleurs, il convient de noter que l'étendue de la participation des victimes dans le procès qui se déroule actuellement en parallèle et qui concerne également les situations en Centrafrique, notamment dans l'affaire Saïd, apparaît encore plus restreinte, limite purement symbolique, puisque, par exemple, le représentant légal n'a le droit d'examiner que ses clients, victimes à double statut. Il n'a pas le droit de poser aucune question à aucun autre témoin, peu importe le thème. La tendance de la pratique de cette cour des dernières années, consistant en l'application de l'approche de plus en plus restrictive concernant l'étendue de la participation des victimes aux procédures devant cette cour, est très préoccupante et je dirais malheureuse, non seulement pour les victimes qui participent dans les affaires concernées, mais elle est également alarmante pour l'avenir de tout le système de la participation des victimes devant cette cour. Nous savons tous que le système du statut de Rome est unique en son genre, puisqu'il a prévu pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale le droit des victimes de participer à tous les stades de la procédure. Les auteurs du statut de Rome ont entendu de placer les victimes au cœur des procédures devant la Cour, tout en accordant aux chambres de la Cour la discrétion d'établir et de développer à travers leurs pratiques un système précis et juste qui serait conforme avec leurs intentions. Ce système unique du statut de Rome a requis de la Cour de trouver et de mettre en place un équilibre juste et équitable de proportionnalité entre les différents intérêts. D'un côté, des droits de la défense et de l'autre, des droits des victimes de participer aux procédures de façon effective et significative, et non pas purement symbolique. Force est de constater que 22 ans après la création de la Cour, cet équilibre n'a jamais été trouvé ni mis en place. J'ai eu l'honneur de faire partie de l'une des équipes des représentants légaux des victimes qui ont participé au procès relatif à la toute première affaire devant cette Cour, donc l'affaire Lubanga. Dans cette affaire, nous n'avions devant nous que les textes juridiques de la Cour, sans aucune pratique de la Cour, ni aucune jurisprudence internationale pertinente. Nous faisions face à deux défis. Premièrement, de trouver la base juridique pour faire établir des modalités de participation des victimes les plus favorables possibles, qui pourraient ensuite se développer dans les affaires à venir. Deuxièmement, il nous fallait d'essayer de convaincre de notre approche la Chambre de première instance qui était présidée par le juge britannique, donc venant du système de common law, qui n'était pas familier avec le concept même de la participation des victimes à la procédure pénale. En conséquence, pendant le procès dans cette affaire, les 3 équipes de représentants légaux des victimes ont été autorisées à poser aux témoins, en plus des questions relatives aux préjudices subis par les victimes,
et aux éventuelles réparations. Toute question relative à la responsabilité pénale de l'accusé, au contexte de l'affaire, à la nature du conflit armé, ainsi que toute question de nature générale. La seule condition a été que le représentant légal pouvait poser des questions sur les thèmes qui soit n'ont pas été abordés du tout par l'accusation, soit n'ont été abordés par l'accusation que partiellement. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, l'étendue de la participation des victimes dans cette affaire, donc 3 équipes de représentants légaux, n'ont pas été à l'origine du retard du procès. Puisque je rappelle que ce procès a pris du retard, puisqu'il a été suspendu 2 fois à cause des problèmes liés à la divulgation des éléments de preuve par l'accusation. En plus, la Chambre, dans la dite affaire, a établi le principe selon lequel le droit de présenter des éléments de preuve n'est pas limité aux parties, mais peut s'étendre sous certaines conditions aux représentants légaux des victimes. Les résultats de cette affaire, de toute première affaire devant la Cour, s'agissant de l'étendue de la participation des victimes, ont fait susciter l'optimisme raisonnable que les principes établis dans cette affaire seraient développés encore plus et en faveur des victimes dans les affaires à venir. Et il est vrai que les principes établis dans l'affaire Lubanga ont été suivis dans l'affaire Katanga et d'une certaine manière dans l'affaire Bemba. Je me pose les questions de savoir comment est-ce que nous, la Cour, 15 ans plus tard, nous avons pu arriver à ce moment-là, lorsque le rôle des représentants légaux des victimes a été restreint à un tel point qu'ils ne peuvent maintenant qu'aborder avec les témoins que des questions relatives aux préjudices subis par les victimes. Il est raisonnable de dire qu'à partir de l'affaire Gbagbo et Blé Goudé, tout le système de la participation des victimes aux procédures devant cette Cour, de façon paradoxale, plutôt que de se développer favorablement pour les victimes, a commencé à se régresser. Ou plutôt, je dirais, il a commencé sa chute libre. Et j'ai bien peur que cette chute n'est pas encore terminée. Eu égard à la tendance préoccupante de la pratique de la Cour relative à l'étendue de la participation des victimes aux procédures, y compris dans la présente affaire, nous sommes arrivés maintenant au moment de la vérité avec la V majuscule pour tous les systèmes de la participation des victimes. Il y a 2 options devant la Cour qui sont à prendre ou à laisser. Premièrement, la Cour doit impérativement chercher, et si possible, trouver au niveau institutionnel centralisé cet équilibre requis, juste et équitable de proportionnalité, qui permettrait d'assurer que la participation des victimes soit effective et significative, et non pas purement symbolique, ainsi que d'assurer que l'approche adoptée soit appliquée de façon uniforme et constante à travers toutes les procédures devant la Cour. Deuxièmement, et dans le cas contraire, la Cour doit considérer et reconnaître ouvertement qu'elle n'est pas en mesure d'assurer en pratique un tel niveau de la participation des victimes. Au moins, ce serait honnête. Dans les 2 cas, cela est nécessaire maintenant, puisque le système de la participation des victimes aux procédures devant la Cour, dans son état actuel, et avec les dernières tendances observées, ressemble à un Titanic qui est en train de s'approcher de son iceberg. Autrement dit, la valeur unique du statut de Rome, qui est la participation des victimes aux procédures devant la Cour pénale internationale,
est sur le point d'être entièrement nivelée. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, cela m'amène à mon troisième et dernier thème, qui est les vues, préoccupations et frustrations des victimes, anciens enfants soldats des anti-Balaka par rapport à ce procès. Premièrement, les victimes anciens enfants soldats regrettent que le mode de responsabilité pénale, en vertu de l'article 28 du Statut de Rome, qui est la responsabilité du commandant militaire, n'a pas été inclus par l'accusation dans le chef d'accusation 29 contre M. Yekatom. Au fait, pour les victimes anciens enfants soldats, M. Yekatom a de facto joué le rôle de leur commandant militaire pendant leur expérience dans les rangs des anti-Balaka. Donc, le rôle de M. Yekatom en tant que commandant militaire du groupe anti-Balaka aurait dû être examiné comme il se devait pendant le procès et aurait dû être pris en considération par la Chambre dans sa détermination de la responsabilité pénale de M. Yekatom. Deuxièmement, les victimes anciens enfants soldats regrettent que l'accusation n'a pas inclus dans son document contenant les charges une charge additionnelle relative au crime de violence sexuelle commis contre les enfants soldats des anti-Balaka. En fait, comme démontré au cours du procès, des filles qui faisaient partie des rangs des anti-Balaka ont fait l'objet de violences sexuelles pendant leur expérience au sein du groupe. Donc, la violence sexuelle contre les enfants soldats des anti-Balaka aurait dû être examinée en détail au cours du procès afin d'assurer que toutes les formes de la victimisation subies par les enfants soldats dans les rangs des anti-Balaka soient prises en considération par la Chambre dans sa détermination de la responsabilité pénale de M. Yekatom. Troisièmement, les victimes anciens enfants soldats regrettent que plusieurs de leurs attentes par rapport à ce procès ne se sont pas matérialisées, malgré le fait que leurs attentes ont été exprimées devant cette cour à maintes reprises par leur représentant légal. En effet, les victimes espéraient que le procès dans la présente affaire attirerait l'attention des organisations humanitaires nationales et internationales sur leur situation difficile, à cause de leur expérience dans les rangs des anti-Balaka, en particulier sur leurs problèmes sur le plan médical et psychologique, leurs problèmes de la stigmatisation par leurs communautés respectives et leurs problèmes de la réintégration sociale. Or, seulement un certain nombre des anciens enfants soldats des anti-Balaka a pu bénéficier d'assistance, quoique limitée, dans le cadre du programme d'assistance du Fonds au profit des victimes. Or, dans le cadre de ce programme, le traitement médical spécialisé n'a été offert qu'aux victimes de violences sexuelles. Des autres anciens enfants soldats concernés n'ont reçu que de l'assistance médicale de base. Les anciens enfants soldats n'ont reçu aucune aide ni aucune assistance de qui que ce soit d'autre. Enfin, seulement un nombre très limité de victimes anciens enfants soldats a pu suivre le développement de ce procès par le biais des programmes radio diffusés dans leurs villages respectifs. Pour la grande majorité des victimes, leur représentant légal a été la seule source d'informations relatives au développement du procès. Les victimes regrettent que leur
multiples appels à mettre en place des moyens additionnels qui leur permettraient de suivre régulièrement le développement du procès, tels que les activités périodiques de sensibilisation dans leurs villages respectifs, ou bien par le biais des boutiques ciné-vidéo, ne se sont pas matérialisées. En conclusion, les yeux des victimes anciens enfants soldats du groupe anti-Balaka de M. Yekatom, qui sont maintenant des jeunes adultes, sont tournés vers la Cour pénale internationale, vers vous, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Ces jeunes adultes espèrent que l'issue de ce procès leur ouvrira la possibilité d'obtenir de la réparation pour les souffrances et les différentes formes de préjudice qu'ils ont subies pendant leur expérience dans les rangs des anti-Balaka, ainsi que de la réparation, dans la mesure du possible, pour leur enfance volée. Je vous remercie. This concludes the hearing of today. We continue tomorrow at 9:30 with the presentations by the defense. All right, veuillez vous lever.